Alors d'abord, la première chose à souligner, après ce titre un peu introductif, et peut-être pour commencer de décomplexer chacune et chacun, il faut commencer par souligner que des stéréotypes, on en a. La preuve, on en a mis au moins 3, voire davantage sur son petit papier à l'instant. On en a et surtout, on ne peut pas s'en passer en réalité des stéréotypes. C'est la raison pour laquelle il faut peut-être commencer par en donner une définition et puis commencer à réfléchir déjà dans cette perspective en disant bien que du coup, déconstruire les stéréotypes et du coup s'en dispenser, c'est une opération qui est vaine d'avance. Donc si c'est ça l'enjeu, c'est loupé en quelque sorte, puisque des stéréotypes, encore une fois, on en a besoin. Les stéréotypes, qu'est-ce que c'est? C'est donc un ensemble de représentations sociales. Alors partagées, il y a un italique sur mon diaporama qui n'est peut-être pas très lisible là à l'écran. Donc partagées dans un groupe humain à propos des membres d'un autre groupe humain. Puisqu'on parle de stéréotypes au féminin, eh bien, par exemple, les stéréotypes au féminin, généralement, ils sont partagés par un groupe qui est l'autre groupe, donc les hommes, mais ils sont aussi partagés par les femmes qui ont tout un tas d'idées préconçues sur ce dont elles sont capables ou pas capables, sur ce qui relève de leurs compétences, de leurs qualités. Donc voilà, déjà commencer en n'ayant pas de complexe, des stéréotypes on en a, et c'est normal puisque les stéréotypes ça fonctionne d'une manière un peu particulière. Les stéréotypes, comment ça marche? Pour aller très vite, quand on est dans la vie quotidienne, on est en contact avec la réalité. Et cette réalité, elle est extrêmement complexe. Du coup, pour l'appréhender, on met en route un processus cognitif tout bête, mais néanmoins très efficace, qui consiste à fabriquer des catégories pour classer les éléments du réel qu'on a sous les yeux. Et sur la base de ces catégories, quand ces catégories, elles concernent, par exemple, les êtres humains, ou les interactions qu'on noue en société avec les gens, on parle de catégorisation sociale, ça c'est ce que nous apprend la psychologie sociale. Et sur la base de ces catégories, qu'on a définies pour appréhender le réel, eh bien, vont se greffer les stéréotypes qui sont des représentations figées qui interdisent surtout de voir les manquements à la catégorie. C'est-à-dire qu'on a une idée préconçue, par exemple, les femmes ne sont pas naturellement autoritaires. Bon, et ben quand on en croise une qui est autoritaire, comme ça ne rentre pas dans le stéréotype, ça ne cadre pas avec la catégorie femme qu'on a définie comme non autoritaire, eh bien, on est un peu en peine de s'accommoder avec cette réalité qui ne colle pas. Mais pour autant, on a besoin de ce processus de catégorisation sociale qui nous permet simplement de filtrer le réel afin de l'appréhender un peu efficacement, puis de réagir en conséquence. En fait, si on n'avait pas de stéréotypes et si on était dépourvu de cette capacité cognitive à catégoriser, eh ben on aurait toutes les peines du monde à vivre notre vie au quotidien, parce qu'il faudrait qu'on repense systématiquement toute la chaîne de l'appréhension du contact avec l'autre jusqu'à la réaction appropriée, et du coup on mettrait des heures à prendre la moindre décision. Et puis, il faut bien reconnaître qu'il arrive que les stéréotypes, même s'ils nous privent de certaines rencontres, aient quand même quelque efficacité. J'ai coutume d'expliquer à mes étudiantes que si elles rentrent fort tard, fort seules, par une nuit fort noire, et qu'elles croisent, enfin, elles voient arriver sur le trottoir en face une bande de jeunes gens fort nombreux et fort éméchés, elles ont effectivement un stéréotype qui est qu'elles risquent quelque chose, et donc elles vont peut-être modifier un peu leur parcours. Il n'empêche qu'elles n'auront effectivement pas fait l'expérience de la rencontre, mais il y a de fort à parier que ça soit pour le meilleur. Donc, encore une fois, s'abstraire définitivement des stéréotypes, c'est vain, et puis en plus, ça peut être potentiellement risqué. Alors, toujours pour poursuivre sur ce fonctionnement des stéréotypes, une des caractéristiques importantes de ce processus de catégorisation sociale que je viens de vous expliquer, c'est la définition de groupe. Il y a ce qu'on appelle l'exogroupe, ça c'est les autres, et puis il y a l'endogroupe, c'est le groupe auquel on appartient, c'est nous. Et une des conséquences du processus de catégorisation sociale, qui vous l'avez compris, consiste en une simplification du réel, le but étant d'être efficace, bon voilà. L'une des conséquences de ce processus de catégorisation, c'est qu'on a tendance à minimiser considérablement les différences qui existent à l'intérieur de l'exogroupe, et à augmenter considérablement les différences qui existent à l'intérieur de l'endogroupe. Pour dire les choses autrement, nous sommes très différents et différentes les uns des autres,
parce qu'on connaît les membres de son groupe, donc on sait qu'on est là. Par exemple, ce soir, on est essentiellement entre femmes, mais on voit les différences générationnelles, les différences de culture professionnelle, éventuellement des différences culturelles liées à l'éducation, alors qu'en revanche, les autres, ils sont tous pareils. Et là, on a beaucoup plus de mal du coup, à porter un jugement nuancé. Et effectivement, c'est ce processus-là de simplification qui peut être préjudiciable en ce qu'il empêche de voir des individualités qui, par exemple, puisqu'on est essentiellement là dans le monde de l'entreprise, des individualités qui peuvent apporter quelque chose à mon entreprise, qui peuvent introduire de la diversité pour le meilleur, qui peuvent être leviers de performance, pour parler comme les économistes, parce qu'on passe à côté de talents qu'on méconnaît par méconnaissance simplement de la diversité de ce groupe des autres. Bon. Alors, ces éléments très généraux étant posés, là vous aviez quelques pictogrammes susceptibles de peut-être vous inspirer sur ce que peuvent être les divers stéréotypes, même si du coup les rainures sur le mur ne sont pas très favorables, mais bon, des stéréotypes, il y en a de toutes sortes. Il faut préciser aussi, et puis ça fait écho à une remarque que j'ai entendue là à l'instant, les stéréotypes, c'est ce qui nous agace, pas forcément. Il y a des stéréotypes positifs et des stéréotypes négatifs. Un exemple de stéréotype positif qui va faire plaisir aux messieurs, quand on est un Français à l'étranger, il y a un stéréotype positif sur les qualités de romantisme, les qualités amoureuses des hommes français. Bon, ça, c'est un stéréotype qui peut être positif quand même quand on fait l'expérience de la rencontre à l'étranger. Donc les stéréotypes, encore une fois, ne sont pas forcément que négatifs. Et je suis presque sûre que vous trouveriez des stéréotypes positifs pour ce qui concerne les femmes. Un exemple de stéréotype positif dans le monde de l'entreprise, les femmes dans le monde de l'entreprise, elles auraient une manière de gérer qui serait différente de celle des hommes. Elles seraient plus pragmatiques, davantage en prise avec le réel. En gestion RH, elles seraient davantage empathiques, donc du coup, elles géreraient avec davantage de douceur, mais néanmoins une forme féminine d'efficacité. Donc encore une fois, les stéréotypes, ce n'est pas forcément que du négatif. Hein. Il faut bien avoir à l'esprit que c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer et qui en plus a le défaut d'être complexe. Et c'est tout l'intérêt du laboratoire d'idées, du coup, de se pencher sur cette notion-là. Alors maintenant, j'essaie de cadrer un peu les questions de stéréotypes, au féminin encore une fois, mais cette fois-ci dans le cadre de l'entreprise. Et je crois que la première chose qu'il faut souligner, c'est que dans le cadre de l'entreprise, les stéréotypes, c'est du gaspillage. Les stéréotypes, c'est du gaspillage. La formule est peut-être un peu à l'emporte-pièce, mais elle fait écho à des choses qui sont un peu sorties, notamment depuis le début du mois d'octobre, puisque dans la mouvance d'un certain nombre de mesures prises par l'actuel ministre des Droits des Femmes, il y a eu un certain nombre de chiffres qui ont été donnés. On a notamment présenté la diversité, mais plus particulièrement la mixité et la présence du coup de femmes dans les entreprises comme un levier économique efficace. Alors, je crois qu'avant de s'emparer de cette question-là, la première chose qu'il faut souligner, c'est qu'en France, l'égalité entre hommes et femmes, c'est d'abord une question de principe, avant même d'être une question de pragmatisme économique. Hein. Je rappelle simplement pour mémoire que l'égalité entre les sexes, elle est inscrite dans le préambule de la Constitution, hein, puisque en date du 27 octobre 1946, on a proclamé, article 3, que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme, donc dans un texte qui est le texte fondateur de l'ensemble de l'appareil législatif français. C'est donc bien une question de principe d'abord. Mais comme les principes tardent parfois à s'actualiser dans la réalité, il peut être intéressant d'avoir un certain nombre d'arguments, on va dire, économiques qui permettent à des gens qui ne seraient peut-être pas épris d'idéaux et de principes de se dire que la lutte contre les stéréotypes dans le monde professionnel, par exemple, c'est quelque chose à quoi on peut avoir à gagner. Alors, par exemple, ce chiffre qui avait été mis sur le site du ministère des Droits des Femmes en plein cœur de la quinzaine de l'égalité, puisque avec la quinzaine de l'égalité au mois d'octobre dernier correspondait la semaine de l'égalité professionnelle. Et le jour où j'étais intervenue pour supplément d'âme sur les questions d'égalité professionnelle, eh bien, le chiffre était sorti le matin même, donc c'était assez réjouissant. Le chiffre que vous avez là, c'est ce que rapporterait la mise en œuvre d'une véritable culture de l'égalité entre femmes et hommes dans le monde du travail. Alors, si on détaille un peu la chose, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une estimation de la taille de l'économie en milliards de dollars, hein, en regardant l'évolution du produit intérieur brut. Et puis, vous avez ensuite 3 courbes. La première, c'est la courbe pleine. C'est celle qui correspond à une situation de statu quo.
ce qui se passera pour le PIB français d'ici à 2030 si on ne change rien à la situation actuelle. Alors on a, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une croissance. Bon. La mauvaise nouvelle, c'est que la croissance n'est pas aussi importante qu'elle pourrait être dans deux autres types de situations. Premier type de situation, c'est les gros tirets. C'est ce qui se passe si on réduit l'écart entre hommes et femmes de 50% en termes de taux d'activité. Le taux d'activité, c'est le pourcentage le pourcentage de personnes qui travaillent dans une tranche d'âge. Aujourd'hui en France, on a plus de 70% des femmes entre 25 et 59 ans qui travaillent, ce qui nous place dans, on va dire, le classement de tête. Enfin, en tout cas, on est bien positionné par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Je pense que vous savez, par exemple, qu'en Allemagne, la situation des femmes qui travaillent est tout à fait différente. Bon. Mais si on arrivait à réduire encore, parce qu'évidemment, il y a davantage d'hommes qui travaillent que de femmes qui travaillent, et si on raisonne en équivalent temps plein, alors le fossé est encore plus important puisqu'il y a davantage de femmes qui travaillent à temps partiel, qu'il s'agisse de temps partiel choisi ou de temps partiel subi, là aussi il faut raffiner un peu les choses. Si on réduit de 50% l'écart entre le taux d'activité des hommes et le taux d'activité des femmes, eh bien on augmente de manière assez importante le PIB. Mais encore plus caractéristique, si on arrive à un statu quo, si on arrive à une équivalence, c'est-à-dire si les femmes arrivent à des taux d'activité comparables à ceux des hommes d'ici à 2030, c'est une augmentation de l'ordre de 10% du produit intérieur brut qui est envisageable par rapport à ce que serait la situation si rien ne changeait. Donc voilà, un argument économique, évidemment, on pourrait aussi en donner un certain nombre d'autres. J'aime à rappeler par exemple que les inégalités de salaire aujourd'hui en France entre hommes et femmes sont de l'ordre de 24%, tout temps de travail confondu. Hein. Mais si on se regarde la chose de manière un peu plus précise, en équivalent temps plein, c'est-à-dire en réduisant ce biais du temps partiel chez les femmes, on arrive à une différence qui est de l'ordre de 16%. Et pour traduire ce chiffre en données sonnantes et trébuchantes, 16% de différence de salaire, ça fait une moyenne de 446 € mensuels de moins sur une fiche de salaire féminine. Et 446 € mensuels, vous savez, c'est un demi-SMIC. Et donc 446 € de différence de salaire, c'est des cotisations sociales en moins, du pouvoir d'achat en moins, c'est aussi des cotisations dans la perspective de la retraite par exemple. On sait qu'aujourd'hui, les personnes âgées pauvres sont essentiellement des femmes et les choses ne sont pas parties pour s'arranger si on ne fait pas quelque chose de très concret contre ces inégalités salariales par exemple. Alors, pour continuer dans le même ordre d'idées, il faut souligner du coup que les stéréotypes, en tout cas les stéréotypes sexistes, ceux qui gênent l'entrée des femmes dans le marché du travail, ceux qui limitent les choix d'orientation des jeunes filles, puisque aujourd'hui plus de la moitié des femmes se restreignent dans un peu moins de 20% des métiers. Donc il y a une orientation qui est très stéréotypée de la part des jeunes filles. Elles vont essentiellement vers des métiers qui sont peu qualifiés et puis des métiers qui leur paraissent naturellement correspondre à leur qualité. Par exemple, les métiers du soin, ce qu'on appelle le care, ou encore les métiers d'éducation. Elles vont beaucoup moins vers l'entrepreneuriat, beaucoup moins vers les métiers techniques ou industriels, par exemple. Donc ces stéréotypes sexistes qui gênent l'entrée des femmes sur le marché du travail et qui limitent leur choix d'orientation, eh bien, ils ont des coûts. Des coûts individuels et des coûts sociaux. J'oppose les choses terme à terme. Alors pour donner peut-être un exemple de coûts individuels, eh bien, c'est des coûts qui peuvent être symboliques. Hein. C'est la déception, par exemple, d'une jeune femme qui voudrait s'orienter d'une manière qu'on qualifie d'ailleurs assez clairement de contre-stéréotypée vers un métier dit de garçon et qui du coup n'y sera pas encouragée par son environnement familial, par exemple. Il sera encore moins encouragé par la sphère éducative. J'ai beaucoup à dire sur le rôle des enseignants en matière d'orientation professionnelle. Et puis, il sera également découragé par l'organisation même du monde du travail, hein, puisque s'imposer en tant que femme dans un monde réputé masculin, et là, pour la peine, ça fait partie des limites un peu de la réflexion quand on essaye d'inciter des jeunes filles qui en ont envie à s'orienter vers des métiers contre-stéréotypés. Il faut avoir conscience que l'accueil qui est fait à ces jeunes filles dans un monde du travail masculin n'est pas toujours simple et que s'il n'y a pas un vrai travail, une vraie réflexion menée par les entreprises,
pour faire en sorte que cet accueil se passe bien au sein des équipes et puis parfois d'un point de vue purement logistique, là aussi on pourrait donner des exemples très divers, et ben c'est des jeunes filles qui peuvent être, des jeunes filles et puis des femmes qui peuvent vivre leur vie professionnelle de manière extrêmement pénible. Donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler un coût individuel. Les coûts sociaux, ben, c'est la même chose transposée à l'échelle de la collectivité. Et ces coûts sociaux, c'est important de le souligner, ça fait très longtemps qu'on en a pris conscience. Les premières incitations pour que les filles s'orientent vers des métiers dits masculins, pour aller vite, ingénieurs et techniciennes, c'est le début des années 80. À l'époque, la ministre des droits des femmes s'appelait la ministre des droits de la femme, et c'était Yvette Roudy. Donc ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on sait qu'il y a un coût social important parce qu'il y a un certain nombre de talents, de talents féminins par exemple, qui ne sont pas optimisés et que du coup il y a des capacités d'innovation qui n'y sont pas. Donc il y a effectivement des coûts sociaux. Et puis un chiffre simplement peut-être pour montrer qu'on peut mesurer, même si ça peut paraître très cynique, de manière là encore sonnante et trébuchante ces coûts sociaux. Je vous donne un chiffre là qui nous éloigne un tout petit peu du strict champ du professionnel, mais 2,5 milliards. 2,5 milliards, c'est le coût annuel d'une discrimination. Les discriminations, elles découlent des stéréotypes. Les discriminations, elles sont la conséquence des inégalités. 2,5 milliards, c'est le coût annuel des violences conjugales aujourd'hui en France. C'est-à-dire si on met bout à bout ce que coûte la prise en charge des femmes violentées, ce que ça coûte en termes de soins, ce que ça coûte en termes d'incapacité temporaire de travail, ce que ça coûte en termes d'implication de personnel de justice ou de personnels sociaux, c'est 2,5 milliards dans la balance économique de l'État français chaque année. Donc c'est une manière peut-être très cynique de dire les choses, mais parfois les incitations économiques sont les plus efficaces. Et puis vous l'aurez compris, il y a des coûts symboliques et puis des coûts économiques. Alors du coup, je redonne 2 autres chiffres, puisque je me dis que dans l'entreprise, les chiffres, c'est quelque chose qui intéresse particulièrement. 105 300 €, c'est le coût de la scolarité d'un enfant aujourd'hui en France. Si on additionne toutes les années de la première année, j'ai pris la scolarité standard, un petit enfant qui rentre à l'école maternelle et qui va jusqu'au baccalauréat en admettant qu'il ne redouble jamais. Bon, on est dans une bonne configuration. Et qu'il ou elle choisit une voie, on va dire, générale et technologique. Donc 105 300 €, c'est du coup l'investissement que, puisque en France, l'essentiel de l'enseignement relève du public, c'est l'investissement que l'État consent à faire. Et cet investissement, aujourd'hui, on sait qu'il est à fond perdu pour une bonne partie, enfin en tout cas qu'il sans doute ne rapporte pas autant qu'il faudrait, puisque quand on regarde, j'évoquais tout à l'heure, la manière dont les jeunes filles s'orientent et se professionnalisent souvent en dessous de leur niveau de diplôme. Donc ça veut dire qu'on a dépensé de l'argent pour former des gens qui derrière ne trouvent pas un emploi à la hauteur de leurs compétences. Et puis 105 300 € d'investissement sur une éducation du début à la fin, c'est autant effectivement d'argent perdu quand, par exemple, quand les jeunes femmes, y compris peu diplômées, parce que là je suis juste sur le coup au niveau du bac, ne s'investissent pas dans la sphère professionnelle. Donc finalement de l'argent qui est dépensé en pure perte. Puis le dernier chiffre que je souligne, c'est le chiffre de 9%, plus 9% du PIB par habitant chaque année. C'est la conséquence de l'augmentation du niveau d'études. À chaque fois que le niveau moyen d'études en France augmente d'une année, le produit intérieur brut augmente de 9%. Donc il y a des vrais enjeux effectivement éducatifs à faire en sorte que les filles comme les garçons trouvent un plein épanouissement dans leurs études et augmentent du coup les unes comme les autres leur niveau de qualification pour ensuite s'épanouir dans une sphère professionnelle qui est rémunératrice évidemment pour des individus mais aussi pour le collectif et puis qui est aussi, soyons un peu moins cyniques, une source d'épanouissement au quotidien. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut le souhaiter. Alors, ces stéréotypes, dont j'ai expliqué un peu rapidement comment ils fonctionnent, c'est intéressant de voir pourquoi ils ont les conséquences qu'ils ont dans la sphère sociale. Ils sont évidemment susceptibles de développer des compétences sociales au-delà du monde de l'enfance qui sont extrêmement différentes. Et je vous ai mis un lien là, vous irez le voir. C'est un extrait qu'on trouve en ligne d'un reportage qui est assez bien fait, bon, mais même si un peu caricatural parfois, qui s'appelle « La domination masculine ». L'extrait est un peu long, donc j'ai minuté les moments intéressants. C'est un moment qui correspond à l'interview qui est faite d'un vendeur
de jouets. Alors, qui dit des choses habituelles, c'est-à-dire les filles aiment les poupées et les garçons aiment les jeux de construction, mais qui dit des choses plus intéressantes encore, en tout cas, moi, j'ai relevé certaines choses intéressantes, notamment le fait qu'il attribue une capacité à l'imaginaire qui est différente pour les filles et pour les garçons, avec l'idée que si les filles ont une passion pour les jeux d'imitation, c'est parce qu'elles n'ont pas d'imagination, alors que les petits garçons, eux, ils s'amusent aisément avec des choses qui n'existent pas, par exemple des super-héros ou des choses comme ça, bon, des dragons, enfin... Et donc, du coup, vous voyez bien comment, avec l'idée, cette idée est très présente chez les profs des écoles. Hein. Moi, je fais le test régulièrement quand je suis en formation avec des profs des écoles. Si, les garçons, ils imaginent plus de choses que les filles. Vous voyez bien comment ce qui est l'imaginaire dans l'enfance devient l'inventivité dans la sphère professionnelle, la capacité d'innovation. Hein. Si on n'a pas développé un imaginaire petit enfant, on a peut-être davantage de peine à être dans l'innovation quand on est devenu grand. Donc cette socialisation différenciée, elle forge des compétences, elle forge des caractères, un apprentissage de l'empathie chez les filles qui se fait de manière très précoce, à l'inverse, une valorisation de la motricité et plus généralement de la prise de risque chez les hommes, qui du coup va bien sûr avoir des compétences sur la manière dont les unes et les autres investissent la sphère professionnelle. Là encore, les catalogues de jouets. Alors, j'ai essayé de faire dans le plus contemporain. Peut-être que certaines d'entre vous s'en souviennent, hein, parce qu'il y en a peut-être qui achetaient déjà des jouets pour enfants il y a une vingtaine d'années. Le marketing genré tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nouveau. Hein. Il y a 20 ans, ce n'était pas du tout comme ça. Et effectivement, là, on atteint des sommets. Donc, c'est une capture d'écran que j'ai faite pas plus tard que très récemment. J'ai choisi évidemment deux petits items spécifiques, avec des choses que j'ai entourées plus particulièrement, faire rêver les princesses, et derrière on décline effectivement des jouets pour les filles, alors qu'on encourage les champions. Donc vous voyez bien comment là on ne se projette pas dans le même type d'avenir selon qu'on a une fille et selon qu'on a un garçon, y compris dans des choses très subtiles que peut-être on ne voit pas quand on n'est pas très calé en grammaire, mais faire rêver, c'est de la voix passive. Alors qu'encourager, on est dans l'actif. Et donc là, on voit bien comment on entretient voilà, des positionnements sociaux qui, évidemment, s'apprennent tout petit. La princesse aussi, elle pose, alors que le champion... Oui, en plus, oui. Puis la princesse, alors après, on pourrait décliner. Après, il y a toutes sortes de princesses. Donc, il y a un S à princesse, il faut... Bon, mais c'est vrai que si la première princesse qui vous vient à l'esprit, c'est la Belle au bois dormant, qui n'attend évidemment qu'une intervention extérieure masculine pour être... active dans sa vie de femme, effectivement, les choses sont posées de manière assez claire. Non, mais on envoie des messages subliminaux, pas si subliminaux que ça, pour la peine, et aux unes et aux autres. Forcément, des capitaux distincts, ça fait des choix d'orientation scolaire et professionnelle distincts. Je disais la prise de risque, je disais l'imaginaire, la capacité à innover, la confiance en soi, hein, et il en faut un paquet pour effectivement se lancer dans la création d'entreprises, par exemple. Ces choix d'orientation distincts, j'aime bien taper sur l'administration qui m'a formée. Donc voilà, ça c'est la campagne de recrutement de l'éducation nationale qui n'avait pas bien réfléchi à cette question-là. D'abord, vous avez bien vu tout de suite visuellement les choix de couleurs qui sont faits. On parle du même métier, un métier qui est le métier d'enseignant, avec d'une part une jeune femme qui a un poste de ses rêves. On fait rêver les princesses, hein, là encore. Mais donc on est dans quelque chose qui est quand même plus ou moins de l'ordre de l'inatteignable, hein, alors que, alors je passe sur l'attitude physique, hein, effectivement la passivité, relax d'un côté, et puis le rapport à la technique hein, qu'on voit de l'autre côté avec simplement l'ordinateur, hein, et puis à contrario, toujours un enseignant, mais qui lui a des ambitions. Donc on voit là comment, là encore, les stéréotypes, c'est quelque chose qui, ça fonctionne toujours partout, et il y en a certains qui nous sautent plus ou moins aux yeux. Bon. Pour faire le lien entre l'éducatif et puis le professionnel, il est bien évident que l'apprentissage précoce de l'empathie vous incite et vous oriente vers un certain type de métier dans lesquels le relationnel et l'attention à l'autre ou toutes les tâches d'imitation sont plus particulièrement requises. Hein. C'est un des facteurs explicatifs de la féminisation massive, je vais y arriver, des métiers du soin. Moi, j'enseigne en première année, enfin en faculté de médecine. Aujourd'hui, en première année de médecine, on a 60% de jeunes femmes. Ce qui pose beaucoup de problèmes au Conseil de l'Ordre. C'est assez intéressant d'ailleurs d'entendre l'argumentaire.
Inversement, pour tout un tas d'autres métiers qui valorisent plutôt la question de l'autonomie, de la prise de risque ou de la créativité, on est du côté de qualités qui sont davantage développées très précocement chez les garçons et qui du coup s'actualisent dans la vie professionnelle des hommes. On l'avait beaucoup dit au moment de la crise économique et des grosses difficultés bancaires récentes qu'on a pu traverser. Il y a même eu des travaux qui ont été menés par une université américaine pour dire que s'il y avait davantage de femmes parmi les traders, la prise de risque dans les montages financiers serait sans doute moindre, hein, mais pas parce qu'on est bien d'accord, les femmes ont des compétences biologiques qui les orientent moins vers la prise de risque, mais bien parce qu'elles sont éduquées de manière différente. Du coup, des métiers de la prise de risque, mais la prise de risque est quand même plutôt valorisée dans la sphère professionnelle, relève davantage de la sphère qu'on dit masculine. Conséquence évidemment de ces choix d'orientation scolaire et professionnelle, eh bien, des inégalités sexuées. Hein. Bon, il y a beaucoup de femmes qui s'occupent des enfants petits, bon, et il se trouve que, tiens, comme c'est curieux, c'est un métier qui n'est pas très valorisé ni socialement ni économiquement, par exemple. Inversement, des dirigeants d'entreprises autoritaires, avec une capacité à la prise de décision et à la prise de risque, eh ben, on en a davantage qui sont des hommes, là encore, hein, pour des raisons qui sont essentiellement éducatives, et du coup, il y a des inégalités sexuées qui découlent de ces stéréotypes qu'on a initialement mis en route, et du coup des différences de traitement, des différences de statut, qui font que la réalité telle qu'on la fréquente tous les jours nous montre que les femmes sont davantage dans certaines sphères professionnelles et que les hommes sont davantage dans d'autres types de comportements professionnels, et du coup ça nourrit le stéréotype sexué. Pour dire les choses de manière un peu lapidaire, du fait que les femmes sont massivement présentes dans les métiers du soin et par exemple de la prise en charge de la petite enfance, on déduit que c'est un métier de femme. Et comme on déduit que c'est un métier de femme, on éduque les filles à ce que ça soit quelque chose qui les passionne, et du coup on nourrit évidemment la boucle des stéréotypes. Alors, conséquence massive de ces stéréotypes au féminin dans le monde professionnel, c'est une invisibilisation d'un certain nombre de capacités qu'ont les femmes. Je les décline dans 3 items. D'abord, on invisibilise très largement la pénibilité du travail quand il est féminin. Alors, je vous ai mis 2 images. Bon, la première, c'est la gestion de la petite enfance. J'ai essayé de prendre des images qui correspondent à des métiers qui sont massivement féminisés. Hein. Pour donner simplement un chiffre, aujourd'hui, la prise en charge, alors, celles qu'on appelle les assistantes maternelles, que les enfants appellent les nounous, on a des chiffres qui sont à un peu plus de 99% de femmes. Bon. Dans les métiers en lien avec la petite enfance, par exemple, les enseignantes de l'école qu'on dit maternelle, on est à 98%, avec du coup des incitations un peu à demi-mot de la part du ministère pour féminiser un peu le corps. Pour masculiniser, pardon, un peu le corps, oui, bien sûr. Voilà. Je m'en mêle les pinceaux, pour masculiniser un peu le corps, mais on a du mal à trouver des volontaires. Donc du coup, on sait aujourd'hui que c'est plus facile pour un garçon que pour une fille, pour un jeune homme que pour une jeune femme, de réussir le concours de professeur des écoles, hein, parce qu'il y a une forme de discrimination positive non dite, hein, mais moi je fais passer le concours de prof des écoles, je peux vous garantir que c'est vrai. Comme la magistrature, bon ben voilà. Et puis un autre type de métier qui est le métier des soins à la personne, est par exemple un métier dont je me sers souvent pour démontrer que la pénibilité n'est pas absente des métiers féminins, c'est le métier d'aide-soignante. On entend très souvent que les femmes sont orientées dans certains métiers parce qu'elles n'ont pas de capacité physique. Elles n'ont pas les capacités physiques, l'engagement physique que requièrent certains métiers, leur enferment les portes. Alors c'est sûr que quand on prend le cas des déménageurs par exemple, encore qu'on ait beaucoup à discuter sur les améliorations des instruments de levage, etc., dans le métier de déménageur, mais par exemple, effectivement, on invisibilise, parce qu'on dit les métiers féminins ne sont pas pénibles, on invisibilise la pénibilité de certains métiers féminins. Par exemple, le métier d'aide-soignante. Hein. Ça, c'est une découverte que font les étudiants en médecine, puisqu'ils font un stage qui est dit stage infirmier à la fin de leur première année de médecine, quand ils ont réussi leur concours. En fait, ils font aide-soignant dans un service tout l'été. Et ils reviennent, les grands gaillards, là, je parle principalement des garçons, généralement c'est eux qui le disent, en disant « j'ai mal au rein hein. ». Parce qu'effectivement, retourner des mamies qui ont l'air fluettes à longueur de journée, parce que pour faire un lit, on déplace pas on laisse le patient dans son lit, hein, mais il y a une technique bien particulière pour faire le lit. On déplace effectivement plusieurs dizaines de kilos de poids mort hein, de quelqu'un qui se laisse entièrement faire, et c'est extrêmement pénible. On ne le voit pas parce qu'on dit
Les femmes ne sont pas capables de tâches pénibles, donc ce n'est pas des métiers pénibles, donc on ne voit pas la pénibilité. De la même manière, l'autorité, qui n'est pas réputée être une qualité féminine, elle est considérée du coup comme absente, là aussi, d'un certain nombre de métiers. Alors, c'est une des raisons par exemple pour lesquelles on s'alarme beaucoup de la féminisation massive du métier d'enseignant et à tous les niveaux d'enseignement. Mais on note quand même que ça inquiète moins, on va dire, l'institution quand il s'agit de la féminisation des tout premiers niveaux, l'école maternelle et puis après l'école primaire. On s'affole un peu plus quand on voit qu'il y a dans certaines disciplines 75-80% d'enseignantes au collège ou au lycée. Et un des arguments essentiels qui est mis en avant, c'est que ces femmes ne sont pas suffisamment autoritaires et donc du coup, c'est un des facteurs explicatifs de l'échec scolaire, et notamment de l'échec scolaire des garçons. Ce qui n'est pas complètement faux, mais c'est évidemment pas le seul facteur explicatif, loin de là. Hein. Donc, et puis ne serait-ce que parce que je peux vous garantir, pour en avoir croisé un certain nombre, qu'il y a beaucoup d'enseignantes qui ont toute l'autorité requise. Bon, et puis évidemment, une autre sphère dans laquelle on considère que les femmes n'ont naturellement pas leur place puisqu'elles sont dépourvues d'autorité, donc évidemment je l'ai incarné par la femme autoritaire, la femme la dame de fer par excellence, c'est la sphère politique. Hein, là encore, il faut prendre des décisions, il faut être actif, efficace, rapidement et s'imposer, y compris dans la prise de parole. Eh bien, dans la sphère politique, là encore, l'autorité féminine n'est apparemment pas suffisante pour que les femmes s'y imposent. Et puis, dernier domaine, c'est la question de l'ambition. Les femmes sont réputées moins ambitieuses, et à tous les niveaux. C'est-à-dire ambitieuses de manière symbolique. Elles ont moins envie de réussir, ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent, elles ont moins envie d'arriver au meilleur niveau que les garçons, c'est les garçons qui sont compétitifs, les filles le sont peu. Et puis elles sont moins intéressées par l'argent, donc elles sont moins susceptibles de s'orienter vers des métiers rémunérateurs que les garçons. Cette idée-là, elle est très présente dans l'esprit notamment des gens qui peuvent être conseillés au niveau de l'orientation professionnelle quand on a des collégiens, des lycéens et après même au niveau du post-bac. Alors évidemment, la question de l'ambition, il faudrait raffiner un tout petit peu, même largement l'analyse en soulignant qu'il y a des différences considérables selon l'origine sociale des jeunes qu'on prend en considération. Il y a évidemment des jeunes femmes qui ne manquent pas d'ambition, mais parce qu'elles ont par exemple sous les yeux un certain nombre de figures féminines fortes, peut-être à commencer par leur mère. Mais cette idée-là, que l'ambition est quelque chose qui est très mal partagé entre les sexes, là aussi, ça a des conséquences sur la manière dont les femmes s'engagent dans la sphère professionnelle. Alors j'en viens presque au terme de mon diaporama, c'est promis, et j'évoque simplement, presque pour terminer, la question de la collaboration. Parce que c'est sorti quand on discutait avec Hélène, les femmes, elles sont moins capables de collaborer entre elles et avec les autres d'ailleurs. Une équipe de femmes, ça ne marche pas très bien. Je suis presque sûre que tout le monde l'a déjà entendu. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais cagneuse, on était essentiellement des filles et les enseignants disaient, les classes de filles, c'est crêpage de chignon. Alors que les garçons, ils font équipe, tout ça, ils se partagent la biblio, tac, efficace et tout. Bon. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Honnêtement, il n'y a pas de travaux qui montrent que les femmes aient des capacités de collaboration moindres que les hommes. Mais c'est assez intéressant de voir qu'est-ce qui peut nourrir ce stéréotype-là. D'abord, évidemment, on retrouve l'idée de la socialisation différenciée, puisque là encore, pour la peine, là des travaux sur les jeux des filles et des garçons, il y en a plein. Les jeux dits de filles sont davantage des jeux individuels. Par exemple, on dit la marelle, on joue à plusieurs, mais en fait, on joue chacune à son tour, toute seule. Et on peut jouer toute seule à la marelle. Alors que pour faire un foot, c'est compliqué de faire ça tout seul. Et ça, c'est un jeu masculin. Donc, on apprend à jouer en équipe. Et faut voir une cour de récréation aujourd'hui, voir comment fonctionne une cour de récréation aujourd'hui, pour constater que des images dont on pourrait penser qu'elles correspondent à nos enfances, en fait, elles sont toujours très, très actives aujourd'hui dans les salles de classe et dans les cours de récréation. Ensuite, il y a une deuxième chose qui explique cette différence de capacité de collaboration, c'est les conditions historiques dans lesquelles les femmes sont rentrées sur le marché du travail. Parce qu'il faut quand même souligner que si les femmes rentrent sur le marché du travail à un moment, au moment en fait de la révolution industrielle, donc ce n'est pas la guerre de 14, encore moins les années 60, elles entrent massivement dans le salariat dans les années 60, mais en réalité elles travaillent de manière salariée dès le 19e siècle, et de toute façon, elles ont toujours travaillé, mais ça, je pense que vous l'imaginiez bien, des conjoints collaborateurs, comme on dit aujourd'hui, il y en a chez les artisans au XIIe siècle, évidemment. Mais quand les femmes rentrent massivement dans le monde du travail, c'est à la faveur de la révolution industrielle. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On a des patrons qui recrutent des ouvrières.
Et pourquoi est-ce qu'ils recrutent des ouvrières plutôt que des ouvriers? Ben justement, parce qu'elles n'ont pas les capacités, parce qu'elles n'ont pas les traditions d'organisation collective. Alors, j'ai mis une illustration qui fait le pendant, enfin, qui dit l'inverse de ce que je suis en train de vous expliquer. Mais ce film que vous avez peut-être vu, We Want Sex Equality de Nigel Cole, qui date de 2010, montre exactement l'inverse, mais c'est une exception. Des grèves de femmes, il y en a extrêmement peu, parce que les capacités à s'organiser collectivement des femmes, il y en a extrêmement peu, parce que pour s'organiser collectivement dans le cadre de sa vie professionnelle, il faut avoir un truc qui manque assez souvent aux femmes pour des raisons de partage de la vie privée et de la vie professionnelle, c'est du temps. Parce que l'organisation collective et le militantisme syndical, c'est quelque chose qui est coûteux en temps et qui se rajoute à la vie professionnelle et généralement, elles en disposent assez peu. Et puis, on peut rajouter à ça que justement, ces salariées femmes qui, dans un premier temps, ont été justement appréciées parce qu'elles n'étaient pas organisées collectivement, qu'elles étaient réputées dociles. Et puis, dans certaines régions françaises, je pense par exemple à la Bretagne, qui sont des régions de forte pratique catholique, c'était une valeur ajoutée. L'ouvrière catholique, elle était encore moins encline à s'organiser collectivement contre un éventuel patron. C'est quelque chose qu'on a largement du coup entretenu. Et donc, du coup, ces conditions historiques de l'entrée des femmes sur le marché du travail expliquent de moindres capacités de collaboration. Et puis, il faut rajouter, dans la situation contemporaine, celle qu'on vit aujourd'hui, une organisation du travail féminin qui est tout à fait différente. Il y a des travaux intéressants en sociologie du travail qui montrent par exemple que les chaînes masculines ou féminines ne sont pas organisées du tout de la même façon et qu'on laisse davantage d'autonomie et de capacité de collaboration à des hommes, y compris à des niveaux de qualification faibles, à la chaîne pour qu'ils soient interchangeables, pour qu'ils puissent s'organiser des temps de pause au sein d'un petit groupe, mais du coup, ça les oblige à collaborer au sein du petit groupe d'ouvriers, alors que les femmes, elles sont toutes seules derrière leur machine et très peu incitées à travailler collectivement. On peut rajouter à ça quelque chose qui est aujourd'hui à la mode et qui a beaucoup d'avantages, évidemment, mais qui va du coup peut-être nourrir l'isolement féminin dans la sphère du travail, qui est le télétravail, puisque là encore, la collaboration à distance, c'est encore plus compliqué que quand on est en présentiel. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir très rapidement? Eh bien, qu'avec tous ces stéréotypes, les femmes, aujourd'hui, elles sont soumises à un double standard. Être femme, ça veut dire être une mère épanouie, qui assure les mercredis, qui cuisine, mais qui bosse à plein temps, qui réussit dans sa vie professionnelle et qui aussi veille sur le fonctionnement de son foyer. Donc ça, c'est un double standard, un double regard et des injonctions paradoxales. Le chat le dit mieux que moi. Qu'est-ce que c'est une injonction paradoxale? C'est ce qui vous tend là. Il est interdit de lire cette inscription. Bon ben voilà, c'est cuit. Donc voilà, une manière de dire aux gens qu'il ne faut pas faire ce qu'ils sont en train de faire et qui évidemment est extrêmement stérilisant pour les femmes, mais pour les hommes aussi, qui sont également soumis à des injonctions paradoxales. Du coup, par exemple, l'affirmation de soi, la capacité de collaboration, ben voilà, sur ces deux items-là, il y a des injonctions paradoxales. Il faut que les femmes s'affirment. On dit c'est important, une femme, qu'il faut s'affirmer dans la vie professionnelle. Mais une femme qui s'affirme trop, un peu grande gueule quand même. Bon, il faut quand même savoir garder la mesure. De la même manière, capacité de collaboration, il faut savoir collaborer, savoir s'organiser. Regardez la promotion qui est faite, par exemple, des réseaux féminins. Mais bon, il faut quand même aussi veiller à ce que ces réseaux soient mixtes, à l'ouverture, sur la collaboration dans un strict entre-soi, c'est quelque chose qui n'est pas valorisé, alors que, par exemple, il y a des capacités la capacité de collaboration dans l'entre-soi exclusivement masculin, c'est quelque chose qui a longtemps existé, qui continue d'exister, les réseaux masculins à 100%. Il n'y a pas que dans les clubs anglais de l'Inde coloniale que ça existe. Et là, par contre, ça pose un peu moins de problèmes. Alors du coup, et c'est ma diapo de conclusion, pourquoi faut-il lutter contre les stéréotypes? Et bien parce que, vous l'aurez compris, les stéréotypes, ce n'est pas un problème en soi. Les stéréotypes, c'est des idées et des croyances, des généralisations souvent abusives, mais finalement, c'est de dire, voilà, je crois. Je crois que les femmes sont moins autoritaires, je crois que les hommes sont plus compétitifs. Vous croyez ce que vous voulez, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand le stéréotype devient préjugé et que du coup, sur l'idée que les femmes sont par exemple dépourvues d'autorité, on va porter un jugement en disant du coup elles sont pas susceptibles de faire certaines tâches ou de remplir, de s'épanouir dans certains types de métiers. Et conséquence de ce préjugé, eh bien on met en place des actes ou des comportements. Donc on passe du jugement au comportement et du coup on va exclure de manière efficace,
concrètes, en ne recrutant pas, par exemple, sur certains types de postes qu'on considère plutôt de manière implicite, en n'incitant évidemment pas les candidatures féminines, par exemple, sur certains types de postes. Et alors du coup, juste peut-être une idée dans la perspective et pour ouvrir les rencontres à venir sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire du coup, puisque j'ai commencé en disant les stéréotypes, on ne peut pas s'en défaire. Mais il faudrait quand même pas trop en faire avec ces histoires de stéréotypes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut commencer par essayer de décatégoriser. C'est-à-dire au-delà de la catégorie de cet exogroupe dont j'ai dit tout à l'heure que j'oubliais les différences interindividuelles, parce que je regarde la chose comme un package sans nuance, il faut essayer de regarder les individus pour essayer de détecter des talents individuels, hein, au-delà de l'idée que je me fais d'un groupe de personnes. C'est quelque chose qui est au cœur de toutes les politiques de la diversité. Hein. Par exemple, la mixité en est un des items parmi d'autres. Et puis la deuxième chose qu'on peut essayer de faire pour lutter contre les stéréotypes, c'est cette fois-ci pas de déconstruire les groupes, mais d'en construire de plus grands. Et par exemple, dans la sphère professionnelle, recatégoriser, ça peut être quoi ? Ça peut être arrêter de raisonner, si je me mets dans la peau d'un RH, en termes d'hommes et de femmes. Mais raisonner, par exemple, en termes de catégories. Il y a les cadres, et hommes et femmes, ils rencontrent le même type de problématiques, parce que hommes et femmes, ils vont être, par exemple, susceptibles de déplacements professionnels, ils vont être susceptibles de réunions tardives, et ça les concerne quel que soit leur sexe également, puisque du coup, ça permet de se sortir de l'idée que les hommes sont susceptibles d'apprécier les réunions très tardives en soirée, alors que les femmes, en revanche, elles préfèrent se les épargner. Hein. Si on additionne les deux, on va peut-être prendre en considération les situations individuelles, par exemple des gens qui sont mariés, quel que soit leur sexe, plutôt que hommes ou femmes, ils vont être peut-être davantage soucieux d'articuler leur temps de vie. Donc là, c'est le statut matrimonial. Ou la situation dans le groupe. Hein. De la même manière, par exemple, je parlais des cadres, mais si on regarde ce qu'il en est au niveau, par exemple, des agents techniques, des agents de production, raisonner en termes d'agents de production plutôt qu'en termes de différence des sexes, ça a des conséquences. Par exemple, sur l'adaptation de l'ergonomie des postes. Hein, je ne me dis pas il y a des hommes ou il y a des femmes, mais je me dis mes agents techniques qui portent des charges lourdes, ils ont également besoin, quel que soit leur sexe, que j'allège leurs tâches. Et du coup, j'améliore les conditions de travail, non seulement pour les femmes dans ces métiers-là, mais pour évidemment l'ensemble de la catégorie qui fait le même type de travail. Et donc du coup, là, on commence à proposer un peu des avancées concrètes pour essayer de se départir un peu de ces stéréotypes qui sont souvent invalidants. Je vous remercie, on va laisser place à la discussion.